Bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. 15 ans ont passé depuis que la Grèce est entrée dans la crise de la dette publique la pire de son histoire récente. Au prix d'efforts considérables et douloureux, Athènes a pu redresser la situation. Parallèlement aux exigences de l'Union européenne, les autorités grecques doivent satisfaire celles de l'OTAN tout en maintenant une position ferme face à la Turquie et en assumant la proximité civilisationnelle avec la Russie. Comment Athènes concilie-t-elle tous ces éléments? C'est ce que nous allons analyser dans cette émission. En septembre 2024, le taux d'emprunt à 5 ans de la France a dépassé celui de la Grèce. Un fait qui illustre d'une part la mauvaise gestion des finances publiques de la France, mais aussi le lent et régulier redressement de l'économie grecque depuis la crise qui éclata en 2008. Cette amélioration a été payée au prix fort par un appauvrissement de la classe moyenne et un chômage de masse. Parallèlement, la position stratégique de la Grèce en Méditerranée orientale continue à faire d'elle un pays pivot essentiel entre l'Orient et l'Occident. Athènes s'efforce de maintenir une force armée dissuasive face à son rival turc qu'elle côtoie paradoxalement au sein de l'OTAN. Proche culturellement et religieusement de la Russie, la Grèce doit aussi arbitrer entre sa tradition millénaire et ses engagements vis-à-vis de Bruxelles et de Washington. Athènes a d'ailleurs été mise à contribution par l'administration américaine pour permettre la création d'une église autocéphale schismatique en Ukraine afin d'évincer l'influence encore très forte du patriarcat de Moscou. Le 18 novembre 2024, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé que la Grèce serait en mesure de rembourser de manière anticipée une partie de ses emprunts à long terme. La Grèce envisage de rembourser plutôt 5 milliards d'euros de sa dette à long terme. Malgré le ratio dette-PIB le plus élevé de la zone euro, la Grèce a réussi à sortir de la crise de la dette qui l'a frappée pendant une décennie, lorsque le pays a frôlé la faillite et mis à l'épreuve l'unité du bloc monétaire. L'économie grecque a connu une croissance plus forte que celle de la zone euro chaque année depuis la pandémie et est censée continuer sur cette lancée en 2025 et en 2026. La dette est la cause de la crise qui a frappé violemment la Grèce à partir de 2008. Les comptes du pays avaient été truqués à partir du milieu des années 90 pour lui permettre d'entrer dans la zone euro le 1er janvier 2001. Le New York Times révèle en février 2010 le rôle déterminant joué par la banque d'investissement Goldman Sachs. Wall Street aide à masquer la dette alimentant la crise européenne. En 2001, juste après l'adhésion de la Grèce à l'Union monétaire européenne, Goldman Sachs a aidé le gouvernement à emprunter discrètement des milliards, selon plusieurs personnes au courant des transactions. Cet accord passait inaperçu du public parce qu'il était traité comme un échange de devises plutôt qu'un emprunt, a aidé Athènes à satisfaire aux règles de déficit de l'UE alors que la Grèce continue à dépenser au-delà de ses moyens. Cette crise économique a eu des conséquences politiques et la question de la sortie de la Grèce de l'euro est ouvertement évoquée. Le 5 juillet 2015, lors d'un référendum initié par le parti de gauche au pouvoir, Syriza, la population grecque vote à 61% contre le plan d'austérité réclamé par l'Union européenne et poussé par l'Allemagne. Finalement, le Premier ministre issu de ce même parti, Alexis Tsipras, accepte les exigences de la Banque centrale européenne, comme l'analyse alors Les Échos. Ça s'est passé en 2015. Menacé de Grexit, Tsipras est rentré dans le rang. Par un tour de passe-passe politique audacieux, Alexis Tsipras interprète le refus des Grecs d'un nouveau tour de vis budgétaire comme un mandat pour retourner à la table des négociations et, en quelques jours, il signe sa reddition. La Grèce va bénéficier d'un troisième plan d'aide de 86 milliards d'euros en échange de nouveaux sacrifices de la population. Un an après l'élection de la gauche radicale, c'est comme si, pour la Grèce, rien n'avait changé. Le revirement d'Alexis Tsipras coûte cher au parti de gauche Syriza qui perd la majorité au Parlement en 2019 et sera une nouvelle fois largement battu en juin 2023 face au parti de centre-droit Nouvelle Démocratie dirigé par le Premier ministre actuel Kyriakos Mitsotakis. Législative en Grèce. La droite de Kyriakos Mitsotakis largement en tête, Syriza en perdition. La gauche grecque s'enfonce.
La nouvelle démocratie au pouvoir de 2019 à la fin mai remporte les législatives avec 40,4% des voix. Kyriakos Mitsotakis se félicite de sa victoire qui lui donne un mandat fort. Malgré son économie en berne, la Grèce, par sa situation de pivot stratégique, a continué à jouer un rôle essentiel en Méditerranée orientale sur fond d'affrontements entre l'OTAN et la Russie en Ukraine. La Grèce a rejoint l'Alliance Atlantique en 1952, au début de la guerre froide. Elle est restée membre à la chute de l'URSS et a approuvé l'adhésion des anciens pays communistes, ainsi que celle récente de la Finlande et de la Suède. Au début de l'opération militaire spéciale, la Grèce a apporté son soutien à l'Ukraine. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'en est félicité en novembre dernier lors d'une visite à Athènes. La Grèce a aussi soutenu l'Ukraine dès le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022. Le mois dernier, vous avez signé un accord de sécurité bilatéral avec l'Ukraine. Et je me félicite que la Grèce aide à accélérer l'entraînement des pilotes et des techniciens ukrainiens à l'utilisation des F-16 afin de renforcer leurs capacités dans cette guerre brutale. Tout cela est essentiel dans un environnement de plus en plus dangereux. En 2018, Washington a également pu compter sur le soutien des autorités grecques pour organiser, avec le président ukrainien de l'époque, Petro Poroshenko, la création d'une église autocéphale en Ukraine, indépendante de celle du patriarcat de Moscou. En septembre 2020, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait souligné l'importance pour Washington de cette lutte politico-religieuse. Pompeo, une coopération étroite avec la Grèce visant à surmonter les défis posés par la Russie sur la pandémie et l'Église orthodoxe. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a tout particulièrement mentionné les menaces posées par la Russie à l'Église orthodoxe lors d'un communiqué conjoint avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis à Souda, tout en exprimant son soutien à la Grèce et au gouvernement grec. Le Premier ministre et moi, nous avons convenu d'envisager une coopération plus étroite pour surmonter les défis que la Russie pose à travers ses activités d'influence néfastes, comme la propagation de fausses nouvelles sur la pandémie et ses tentatives d'impliquer l'Église orthodoxe. Si la Grèce au sein de l'OTAN s'aligne sur Washington et soutient l'Ukraine, elle s'efforce de ne pas non plus trop contrarier Moscou, qui pourrait se révéler un allié nécessaire face à la Turquie. Ainsi, Athènes a jusqu'à présent refusé de livrer à Kiev des F-16 ou des missiles sol-air S-300 fournis par la Russie, et ce malgré la pression de Washington et de Bruxelles, comme au début de l'année 2024. La Grèce et l'Espagne sous pression pour fournir à l'Ukraine des systèmes de défense antiaérienne. La Grèce et l'Espagne subissent une forte pression de la part de leurs alliés de l'OTAN et de l'UE pour fournir davantage de systèmes de défense antiaérienne à l'Ukraine. Kiev serait particulièrement intéressé par les systèmes S-300 grecs vieillissants que l'armée ukrainienne a déjà dans son arsenal et qu'elle sait utiliser. La Grèce a cependant l'intention de remplacer pour son armée les systèmes russes par des systèmes compatibles avec ceux de l'OTAN. En 2021, la France et la Grèce ont signé un partenariat d'assistance mutuelle et en 2022, Athènes a confirmé l'acquisition auprès de la France de 24 chasseurs Rafale et de 3 frégates. La Grèce finalise l'achat de 6 Rafales supplémentaires et de 3 frégates dernier cri. La ministre des Armées Florence Parly est en Grèce pour finaliser la vente de 3 frégates qui seront fabriquées à Lorient par Naval Group et pour vendre encore 6 avions Rafale, portant ainsi la commande grecque à 24 chasseurs de Dassault. L'ensemble de ces contrats devrait peser pour plus de 5,5 milliards d'euros. En avril 2024, le président Emmanuel Macron s'est félicité de cette réussite placée sous le signe de l'Europe. L'objectif d'une stratégie européenne industrielle de défense, c'est bien de produire plus vite, davantage en européen. Alors, pour nous qui avons une industrie de défense forte, c'est une occasion extraordinaire. Parce que nous pouvons aussi, si nous savons nous organiser, pousser nos standards. Ce que nous avons fait d'ailleurs ces dernières années avec le Rafale. Et de la Croatie à la Grèce, qui pensait il y a 7 ans que le Rafale deviendrait une des solutions de la défense aérienne européenne? C'est en train de le devenir.
Cet engagement de la France auprès de la Grèce a bien entendu provoqué à plusieurs reprises la colère du président de la Turquie, Tayyip Recep Erdogan, car Athènes et Ankara s'affrontent en Méditerranée orientale. En 2030, la Grèce fêtera le bicentenaire de son accession à l'indépendance contre l'Empire ottoman. Elle l'obtint alors grâce au soutien conjugué des armées anglaises, françaises et russes. Cependant, les alliés et les adversaires d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Si la Turquie a également rejoint l'OTAN en 1952, permettant à celle-ci de renforcer son aile sud, l'appartenance de ces deux nations à une même alliance n'a pas fait disparaître les litiges territoriaux. Le 20 juillet 2024, le président turc Tayyip Recep Erdogan et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis se sont rendus l'un en Chypre du Nord et l'autre en République de Chypre pour commémorer les 50 ans de l'invasion de l'île par les troupes turques. Depuis, les deux communautés, turques et grecques, ont appris à vivre côte à côte plutôt qu'ensemble. La République de Chypre, c'est-à-dire la partie sud, a rejoint l'Union européenne en 2004, malgré cette situation particulière. La situation de l'île aujourd'hui semble stabilisée. Le second litige se trouve en mer Égée, où Athènes et Ankara revendiquent le contrôle de plusieurs îles et de leur zone économique exclusive qui pourrait être riche en hydrocarbures. À l'automne 2022, le président Erdogan s'est fait menaçant. Mer Égée. Erdogan menace la Grèce. Nous pouvons arriver subitement de nuit. Dimanche 28 août, Ankara avait déjà affirmé que des avions turcs en mission dans cette zone avaient été visés par le système de défense antiaérienne S-300 de la Grèce et avait dénoncé une action hostile. Sauf que cette fois, les menaces se font plus précises. Votre occupation des îles de la mer Égée proche de la Turquie ne nous lie en rien. Le moment venu, nous ferons le nécessaire. Nous pouvons arriver subitement de nuit. En plus de la menace militaire, Ankara dispose d'un moyen de pression qui inquiète l'ensemble de l'Europe. Laisser circuler librement les vagues de migrants en provenance de Turquie. L'hostilité entre Athènes et Ankara culmine en 2022 pour s'apaiser au cours de l'année 2023. Recep Tayyip Erdogan finit même par se rendre à Athènes en décembre. Le président turc Erdogan en a mis à Athènes. Les relations sont au beau fixe depuis le mois de février dernier, quand les sauveteurs grecs sont immédiatement intervenus après le puissant séisme qui a mortellement frappé le sud de la Turquie. Le président turc donne le ton de sa visite en pesant chaque mot. Je veux dire à mon ami Kyriakos que nous ne le menacerons pas s'il ne nous menace pas. Nous devons rétablir ce lien de confiance. Cette normalisation des relations bilatérales se poursuit. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a rencontré le 8 novembre dernier à Athènes Georges Gerapetridis, son homologue grec. Et pour en parler, je reçois Slobodan Despot, auteur et directeur de la revue Antipresse. Bonjour Slobodan Despot. Bonjour Xavier Moreau. Merci d'avoir accepté notre invitation et ma première question portera sur la situation politique intérieure en Grèce. Comment est-ce que vous la définiriez ? D'après ce qu'on peut voir de l'extérieur, c'est une domination sans partage du camp européiste globaliste, donc du Premier ministre Mitsotakis. Je ne vois pas d'opposition notable à sa politique et à son pouvoir. Donc l'idée, les velléités de sortir de la zone euro aujourd'hui ne correspondent plus à rien. Il y a plus aucune possibilité que ça arrive. Vous savez, si vous mettez à la place des Grecs, j'ai l'impression que beaucoup d'entre eux se sentent trahis par la tentative qu'il y a eu, mais qui a avorté avec Syriza, de un tout petit peu prendre un peu d'air et de souveraineté pour la Grèce. Et puis il y a aussi, je pense, des gens qui sont dubitatifs face à l'évolution, disons, autoritaire des pays de l'UE. Ils voient ce qui se passe dans un pays voisin qui est la Roumanie. Vous avez des élections qui se passent pas comme les eurocrates le voudraient, on annule les élections. Et je pense que pour beaucoup de gens dans les pays voisins, ça veut dire, quoi qu'on fasse, de toute façon, on aura les mêmes sur le dos. Donc, accommodons-nous de cette situation. Il y a un fatalisme qui s'installe. Malgré tout, du point de vue, disons, de la technique du pouvoir, les eurocrates en Roumanie ont fait ce qu'il fallait faire pour décourager tout le monde. C'est-à-dire quoi ? Vous
Vous voulez changer d'orientation, vous voulez changer de gouvernement, vous voulez changer de philosophie du pouvoir? Ben non, on annule, on laisse les mêmes, et puis on vous donne même pas une date de nouvelles élections, et puis on le fait avec des prétextes qui sont tellement bidons, tellement superficiels que ça montre que nous pouvons faire n'importe quoi. Et les Grecs ont déjà eu cette thérapie à coups de matraque à l'époque de leur crise économique. Peut-être qu'ils veulent pas recommencer. Je pense que c'est un pays en profonde dépression. Parlons maintenant de relations internationales. La Grèce occupe une place particulière en Méditerranée orientale pour l'OTAN. Quel rôle lui est attribué précisément par l'Alliance Atlantique? Alors, ces derniers temps, il s'est produit des choses quand même extrêmement significatives. La Grèce, on le sait, les bons connaisseurs de ce pays peuvent vous le confirmer, après la guerre, donc notamment pendant le régime des colonels, était gouvernée depuis l'ambassade des États-Unis. À Athènes, dans les années 50, c'était le fameux ambassadeur Purifoy qui simplement donnait des instructions. Et maintenant, on voit que on est revenu un petit peu à la même situation. Il y a eu une période, grosso modo à l'époque du régime Papandréou, où la Grèce a pu repousser, disons, tenir à la distance la pression américaine, notamment en matière de déploiement de missiles et de bombes nucléaires. Or, voici que eh bien, les missiles et les bombes nucléaires reviennent en Grèce. Ça veut dire aussi que le pays a de nouveau cédé à une pression américaine qui ne va en tout cas pas dans le sens de ses intérêts, puisque tout pays qui héberge un arsenal nucléaire américain est destiné à périr, à être vitrifié avant les États-Unis. Je pense que quiconque a un grain de cervelle le sait. D'autre part, dans ce dispositif otanien qui est indissociable du dispositif Union européenne, la Grèce occupe, de par sa position géographique, une place marginale. Quand je dis marginale, j'ai l'impression qu'elle retrouve maintenant elle se confronte maintenant à la réalité de cette place marginale qui est entre les blocs. Parce que elle a comme voisin puissant la Turquie qui est à la fois un empire de plus en plus autonome, de plus en plus souverain, animé par l'idéologie du néo-ottomanisme, et à la fois un membre de l'OTAN. Donc, des deux côtés, du côté OTAN et du côté Russie, qui est l'autre grande puissance de la région, on ménage la Turquie. On a vu que la Russie n'a pas bronché face à l'occupation, pratiquement l'annexion en fait, de la Syrie par la Turquie. La Russie ne bronche plus quant à l'occupation de Chypre par la Turquie. Et l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a contraint la Grèce à participer au soutien, à l'effort de soutien militaire stratégique envers l'Ukraine. Je me permettrai de vous rappeler peut-être un épisode très éclairant quant à cette rupture de la Grèce d'avec ses alliés potentiels. En Europe, elle n'en a pas. Elle aurait pu avoir comme allié potentiel, comme soutien potentiel la Russie. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Vous vous souvenez que au printemps 2023, si je me souviens bien, il y a eu un petit canular qui a été fait par Vovan Alexus avec le maire d'Athènes, qui est manifestement un fils à papa et un idiot, qui s'appelle Bakoyannis. Et Bakoyannis, sans savoir à qui il parlait, a avoué que même si le gouvernement grec avait fait mine de renoncer ou de refuser de livrer ses missiles S-300 à l'Ukraine, on allait trouver moyen de faire passer en douce ces missiles par la Pologne. Et ça a été bien entendu en Russie. Ça veut dire que c'est encore un coup de poignard dans le dos pour les Russes, de la part de ce régime. Donc, pourquoi soutenir la Grèce? Au nom de quoi? D'autre part, vous le soulignez vous-même, la Grèce, les églises grecques ont participé à la fabrication, à la reconnaissance, à l'officialisation de l'église orthodoxe d'Ukraine. Donc cette église d'État créée uniquement, avec une grosse participation, comme on le sait, de la CIA et du patriarcat de Constantinople, du Phanar, créée uniquement pour amputer une partie de l'église orthodoxe traditionnelle, historique et légitime de Russie.
enfin de Russie, patriarcat de Moscou qui a l'autorité sur l'Ukraine et la métropole d'Ukraine. Donc la Grèce. Mais comment la Grèce peut survivre à ces contradictions à la fois dans sa relation avec la Turquie? On sent quand même qu'avec la Turquie les choses s'améliorent. Il y a eu la visite d'Erdogan à Athènes. Récemment encore le ministre des Affaires étrangères turc s'est rendu également à Athènes. Il y a peut-être une volonté quand même d'essayer de résoudre cette politique étrangère contradictoire. Alors il est possible que si l'on réfléchit géopolitiquement en dehors du cadre imposé par l'OTAN et l'Union européenne, la Grèce puisse trouver un langage commun plus facilement avec la Turquie que si elle s'en tient aux institutions cadres. Pourquoi je dis ça? Parce que manifestement la Turquie aujourd'hui a des priorités qui sont ailleurs. Je ne dis pas qu'elle ne va pas de nouveau zioter du côté de l'Europe, mais enfin manifestement l'intérêt qu'avait la Turquie à adhérer à l'Union européenne et c'est un petit peu attiédi. Elle est occupée au Moyen-Orient, à étendre son influence vers le Moyen-Orient. Dans ce cadre-là, elle n'a pas besoin d'avoir une friction de plus avec la Grèce. Erdogan est à la fois un dirigeant ambitieux, mais également un homme très souple et même assez fourbe. Donc, il peut tout simplement réorienter ses priorités en laissant, pour le moment, la Grèce tranquille, ce qui évidemment arrange les Grecs, mais c'est ce qui arrange aussi les Turcs dans leurs préoccupations actuelles. Donc, ces relations, un petit peu améliorées, à mon avis, n'ont pu s'améliorer que parce que la Grèce et la Turquie ont réfléchi en dehors des cadres institutionnels, en dehors du cadre OTAN et Union européenne. Et cette réflexion en dehors des cadres institutionnels que vous évoquez, elle pourrait fonctionner avec la Russie, qui est quand même, il y a une communauté de civilisation, une religion commune, enfin une confession commune. Est-ce que ça pourrait marcher avec la Russie? Alors, vous savez, c'est Emmanuel Todd qui nous a donné une clé pour la compréhension des nouveaux rapports de civilisation avec son livre « La défaite de l'Occident ». Qu'est-ce qu'il dit, Emmanuel Todd? Il dit les Européens et les Occidentaux en général sont passés d'une religion zombie, comme il disait, c'est-à-dire une religion uniquement rituelle, baptême, Noël et puis c'est tout, à une religion zéro, c'est-à-dire que même les formes, on n'y prête plus attention. L'indicateur du basculement des nations dans le nihilisme, selon Emmanuel Todd, c'était l'adoption ou non de ces innovations, de ces révolutions sociétales telles que le mariage pour tous. Or, qu'est-ce qui s'est produit en Grèce en 2024? En février 2024, la Grèce a adopté le mariage pour tous. Ça veut dire que la Grèce a basculé dans le camp des nations pour qui, officiellement, les valeurs de leur religion traditionnelle ne comptent plus. Emmanuel Todd a montré très bien que la Russie a pu développer des relations de confiance et même des relations stratégiques très intéressantes avec toutes sortes de pays non orthodoxes et non chrétiens, comme l'Arabie Saoudite, comme tout le Grand Sud, qui est très souvent islamique, parce que ces pays partagent les mêmes valeurs sociétales. Ces pays sont rassurés de voir qu'en Russie, on ne cède pas à la propagande LGBT, qu'il n'y a pas de mariage pour tous, etc. Cette relation privilégiée orthodoxe qu'a entretenue la Russie avec la Grèce pendant 300 ans, elle ne peut fonctionner que si les deux pays et leur gouvernement fonctionnent sur la base des mêmes valeurs chrétiennes orthodoxes. Or, il y a plus de communautés de valeurs aujourd'hui entre, d'un côté, la Grèce et la Grande-Bretagne, ou la Grèce et la France, et de l'autre côté, la Russie et l'Indonésie, l'Arabie Saoudite et la Chine. Donc, s'il y a un fossé de civilisation, malheureusement, aujourd'hui, il passe entre la Russie et la Grèce, et partiellement également entre la Russie et la Serbie, qui n'a pas encore adopté le mariage pour tous, mais qui résiste un peu, mais qui autorise la Gay Pride, qui introduit le langage inclusif dans l'administration, etc., qui fait mine de résister, disons, qui tergiverse, qui procrastine sur ce chemin. Mais là,
la Grèce ne procrastine plus et manifestement, je veux dire, à la différence par exemple de la Roumanie où il y a quand même un mouvement populaire pour un candidat qui, de manière tout à fait commune et générale, représente ses valeurs traditionnelles, en Grèce, on n'a pas encore trouvé ni la personne, ni le mouvement nécessaire pour incarner des valeurs qui rapprocheraient ce pays de la Russie et de la communauté du BRICS et de la communauté finalement humaine, parce qu'au fond, l'Occident dont nous parlons, c'est moins de 15% de l'humanité. Merci Slobodan Despot. Merci à vous, Xavier. Je rappelle que vous êtes auteur et directeur de la revue Antipresse. La position de la Grèce aujourd'hui n'est pas simple. Sa situation économique encore précaire la rend tributaire des autorités bruxelloises. D'autre part, sur la scène internationale, elle doit résoudre une double contradiction. D'un côté, elle appartient à une alliance militaire tournée contre Moscou, alors que la Russie fut et demeure toujours un pays ami. De l'autre, au sein de cette même alliance, elle se trouve aux côtés de la Turquie, dont la politique néo-ottomane pourrait représenter pour elle un danger. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel échiquier mondial sur RT en français.